Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui au portail RPPS pour le secteur médico-social. Comme pour tous les webinaires de l'ANS, il sera disponible en replay et on vous mettra également en ligne le support de présentation. On va être très nombreux aujourd'hui, donc c'est super. Pour qu'on puisse répondre au maximum à vos questions, merci de les poser dans l'onglet questions et non pas dans le chat, on risque de passer à côté. Voilà, je vous le redirai au cours de la présentation, mais on va faire au mieux pour répondre à toutes vos questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à tout, on vous publiera une petite foire aux questions sur le site de l'ANS à la suite de la session. Voilà, je passe la main à nos intervenants du jour et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous, je pense qu'on peut passer du coup tout de suite rapidement aux présentations des intervenants puisque Elodie a bien fait l'introduction sur les bonnes pratiques à respecter. Merci à tous, vous dites bien bonjour dans le chat, je le répète comme vient de le faire Elodie. Les questions, c'est plutôt dans l'onglet questions et pas dans le chat. Je pense qu'il faudra le répéter en effet plusieurs fois pour pas qu'on passe à côté. Je vous laisse commencer à vous présenter, Odile. Bonjour à tous, Odile Jamet, directrice de projet à la DNS, délégation ministérielle au numérique en santé, en charge de la transformation numérique du secteur médico-social. Bonjour, Yajon Weber, je suis responsable d'offre de service. On est en charge de la partie identification électronique des acteurs, donc au sein de l'agence du numérique en santé. Bonjour, moi c'est Marc Devos, donc le binôme de Yajon également, donc sur les sujets de annuaires et moyens d'identification électronique à l'ANS. Pardon Marc, rebonjour, donc Julie Mariotto, je travaille au sein des équipes de Yajong et Marc à l'ANS, spécifiquement sur les sujets liés au RPPS+, qui nous intéressent aujourd'hui. Et pour finir, bonjour à tous. Moi, je suis Fanny Hano, je suis chef de projet dans l'équipe médico-sociale de l'Agence du numérique en santé. Alors aujourd'hui, 3 grandes parties nous attendent. D'abord, nous allons rappeler ou peut-être introduire pour certains les fondamentaux du projet RPPS+, le pourquoi du RPPS+, concrètement à quoi ça sert d'être enregistré au RPPS, qui est concerné. Ensuite, nous rentrerons vraiment dans le détail des étapes nécessaires à l'enregistrement des professionnels au RPPS et nous terminerons donc notre webinaire par une petite démonstration du portail pour que vous vous rendiez compte de à quoi correspond l'outil, quelles sont les fonctionnalités, etc. Et bien sûr, au fur et à mesure des questions que vous poserez dans le chat, nous ferons en sorte, tous les présentateurs intervenants ici présents, de répondre. Voilà, donc tout d'abord, quelques mots sur le cadre notamment réglementaire qui est autour du fichier RPPS, donc le répertoire partagé des professionnels intervenants dans le système de santé au sens large. Nous disposons depuis 2021 de textes qui sont dans la partie loi du Code de la santé et qui décrivent notamment le fait qu'il y a des services numériques en santé. Donc, ça peut être des services locaux, régionaux ou nationaux, par exemple le DMP. Donc, en gros, c'est des services dans lesquels il y a des données personnelles de santé. Et l'ordonnance fixe un certain nombre d'exigences en fait, sur notamment tout l'aspect sécurisation de l'accès à ces services. Donc, en particulier, pour accéder à un service numérique en santé dit sensible, je ne rentre pas dans le détail, il faut disposer d'un moyen d'identification électronique, donc un moyen d'authentification si vous préférez. Il faut montrer patte blanche. Et pour disposer d'un MIE, comme on les appelle, moyen d'identification électronique, donc en ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est la carte ou bien la e-carte, la ICPS. Eh bien, il faut être référencé pour les personnes physiques dans un référentiel national qui est le RPPS et pour les personnes morales
qui peuvent aussi, en tant que personne morale, accéder à des services, il faut être enregistré dans le FINES. Voilà. Après, à l'ANS, nous gérons et le RPPS et le FINES, donc on est en capacité de consolider toutes ces données sous la dénomination annuaire santé. Alors, comme a expliqué Marc, donc tout le référentiel, que ce soit pour les professionnels ou pour les structures, donc on a l'ensemble des acteurs dans les référentiels. Et ensuite, ces données sont agrégées donc, dans un service de publication qui s'appelle Annuaire Santé, afin que ces identités soient reprises en fait pour la délivrance des moyens d'authentification. Quand vous êtes un professionnel dans un établissement sanitaire ou bien médico-social, afin d'accéder aux services numériques en santé, comme le TUI ou bien comme le e-parcours ou autres services numériques, vous avez besoin d'assurer en fait la sécurité de échange et partage de ces données de santé. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se mener d'un moyen qui permet d'accéder en toute sécurité. Donc, ces moyens s'appellent des moyens d'authentification fortes, comme les cartes CPS, comme les ICPS, ou bien des certificats logiciels pour la structure. Alors, du coup, afin d'obtenir ces moyens d'authentification forte, d'abord, il faut que l'identité de ces professionnels soit connue donc, dans ces référentiels. Alors, comme vous pouvez le voir, je pense que je vais passer directement à la slide suivante, on peut voir les détails. Dans le secteur médico-social, vous avez des médecins donc, qui travaillent dans certaines structures. Donc, les médecins sont déjà enregistrés par leur ordre. Ils sont déjà dans la RPPS. Ils sont équipés tous d'une carte CPS. Ils peuvent activer leur CPS. Certaines professions, donc comme vous pouvez les voir, comme les psychologues ou les assistants de services sociaux, ils sont déjà enregistrés donc, par les ARS. Donc, c'est deux grandes catégories des professionnels à ordre et à ARS. Ils sont aujourd'hui déjà dans le registre donc, du référentiel. Parce qu'ils ont une obligation d'être enregistrés afin d'exercer leur métier. Alors, pour les restes, c'est-à-dire, par exemple, comme les éducateurs spécialisés, les coordonnateurs de parcours, ces professionnels, ils sont enregistrés nulle part, donc leur identité n'est pas connue donc, auprès des référentiels. Alors, pour leur délivrer d'un moyen d'identification électronique, comme la ICPS ou plus tard la CPS, il faut bien qu'on les enregistre d'abord dans le référentiel. Donc, cette partie qui est en bleu, donc justement, c'est le périmètre de portail RPPS+. Donc, on enregistre ces professionnels quand c'est utile parce que ça leur permet de se doter d'un moyen d'authentification, aussi de s'équiper des messageries, de messagerie MS Santé. Donc voilà, aujourd'hui, notre périmètre de ce webinaire, c'est vraiment concentré sur les professionnels qui ne sont pas encore dans le référentiel. Et demain, grâce à l'enregistrement de ces établissements SMS, via le portail APPS, ces professionnels pourront avoir une identité pérenne dans le système de la santé et se faire délivrer du coup un moyen d'authentification fort.
Et donc concrètement, en fait, pourquoi s'enregistrer au RPPS? Donc, comme on l'a dit, c'est pour finalement avoir des moyens d'identification électronique, des MIE. Mais à la base, c'est donc un besoin. Donc, on le voit avec l'image sur la slide à droite. De plus en plus, on va avoir des services numériques en santé qui commencent voilà, à se construire. Hein. C'est la fameuse maison qu'on connaît tous avec les fondations. Le RPPS+, et le RPPS, ça fait partie des fondations parce que finalement, pour avoir accès à tous ces services numériques, on en a déjà quelques-uns actuellement, mais il y en aura peut-être dans quelques années plein d'autres. Il va falloir les sécuriser puisque ça va être, elles vont comprendre des données sensibles, des données de santé. Donc pour les sécuriser, c'est d'abord en sécuriser l'accès. Et donc pour en sécuriser l'accès, il faut pouvoir identifier les personnes qui y accèdent, leur donner, voilà, les autoriser à y accéder. Et aujourd'hui, nos professionnels du médico-social, comme ils n'ont pas de RPPS, donc je voyais des questions notamment pour les infirmières. Les infirmières, ils sont dans l'ADELI. Donc dans la slide d'avant, c'était ce que disait Yajong, les professions enregistrées par les ARS ou ayant des ordres, donc qui ne sont pas concernés par le RPPS+. Nous, on vous parle vraiment de ces professionnels qui n'ont ni de ADELI ni de RPPS. On va leur en doter, en fait, on va leur donner un RPPS grâce à ce portail RPPS+, en vue justement d'accéder et de répondre à leurs besoins d'accès à ces services numériques en santé. Donc j'ai besoin d'accéder à des services, par exemple le DMP, DI Parcours, du DUI, donc pour le dossier usager informatisé du médico-social ou plein d'autres à l'avenir. Pour ça, il faut disposer d'une identité numérique en santé pour avoir un MIE, et donc ça passe par l'obtention du numéro RPPS pour accéder à tous ces services sécurisés. Et donc pour ça, pour nos professionnels qui ne font pas partie du répertoire ADELI qui va basculer dans le RPPS, ni du répertoire RPPS avec les enregistrements des ARS ou des ordres, il faut une autre autorité d'enregistrement. Et donc là, ce seront les ESMS au travers du portail RPPS+. Odile, je te laisse la main. Alors, je crois qu'on a perdu Odile. Elle a peut-être un problème de connexion. Elle a été déconnectée. Ouais. Alors, je vais prendre peut-être la slide. Ah, c'est bon, attends. Concrètement, qu'est-ce que l'enregistrement RPPS+, en fait, pourrait apporter aux établissements? Voilà, on a retrouvé Odile. Ça tombe bien parce que... Oui, voilà, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez là? J'ai dû me déconnecter. Oui, c'est bon. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, effectivement, concrètement, pourquoi s'enregistrer au RPPS? C'est ce que viennent de dire les différents intervenants que vous avez entendus jusqu'à présent. À partir du moment où vous avez besoin de manipuler des données de santé, vous avez besoin de moyens d'authentification sécurisés. Et l'enregistrement au RPPS, c'est ça qui va permettre d'avoir en premier lieu une identité unique nationale et pérenne de référence. Et à partir de ce numéro RPPS, les professionnels vont pouvoir disposer d'un moyen d'authentification qui va leur permettre, d'un moyen d'authentification sécurisé qu'on appelle à double facteur, qui va leur permettre d'accéder à ces données de santé, de manipuler des données de santé en toute sécurité. Donc aujourd'hui, ça s'adresse principalement à tous les utilisateurs de la messagerie sécurisée de santé. À partir du moment où vous utilisez une boîte nominative pour échanger avec d'autres professionnels ou pour échanger avec les usagers que vous accompagnez dans le cadre, par exemple, de l'utilisation de Mon Espace Santé, de la messagerie sécurisée citoyenne de Mon Espace Santé, eh bien, vous avez impérativement besoin d'être enregistré au RPPS. Ça, c'est l'usage en haut à droite. Pour avoir une messagerie sécurisée de santé nominative, il faut être enregistré dans le RPPS. Pour consulter les documents du DMP, il y a plusieurs façons de le faire, mais la solution la plus simple, la façon la plus simple pour consulter les documents du DMP, auxquels les professionnels du médico-social vont
très bientôt avoir un droit de consultation, eh bien là aussi, il faut s'enregistrer dans le RPPS et disposer d'un moyen d'authentification sécurisé. Et puis enfin, progressivement, il y a un certain nombre de services numériques locaux, ne serait-ce que les DUI, les dossiers usagers informatisés, donc qui est l'outil métier des ESMS, eh bien, on est en train de demander à tous les industriels, à tous les éditeurs qui développent des solutions de DUI, de mettre en place une connexion à leur DUI via ProSanté Connect pour avoir une connexion sécurisée et sortir de la connexion par le guide mot de passe qui n'est pas suffisamment sécurisé. Donc progressivement, tous les DUI vont passer avec un accès de type ProSanté Connect et pour ça, il faut être enregistré dans le RPPS. Même chose avec les outils régionaux, par exemple e-parcours, que vous connaissez peut-être ou que vous utilisez déjà peut-être. On est en train de les faire migrer, de sécuriser leurs accès avec un accès via ProSanté Connect. Et donc, pour ça, encore une fois, il faut un enregistrement dans le RPPS. Donc, c'est quelque chose qui devient vraiment quotidien, qui va devenir vraiment très concret dans le quotidien des professionnels. Et il faut insister sur la nécessité pour tous les professionnels du médico-social qui ne sont pas, comme l'a dit Yajong, enregistrés soit déjà par leur ordre dans le RPPS, soit déjà par l'ARS dans ADELI ou dans le RPPS, eh bien pour toutes ces catégories de professionnels que vous avez vu affichées sur la diapo tout à l'heure, il faut passer par un enregistrement RPPS. Et on va vous expliquer dans le cadre de ce webinaire, puisque je vois qu'il y a des questions dans le chat, hein, on va vous expliquer comment faire pour faire cet enregistrement justement au RPPS. Alors là, on vous a figuré, vu d'un établissement, le parcours qu'il y a à réaliser pour pouvoir enregistrer des professionnels, alors pas forcément tous les salariés de l'établissement, hein, c'est bien ceux qui auraient besoin d'accéder à des services numériques en santé, dans le RPPS. Voilà. Donc, c'est avant tout un sujet d'organisation, hein, donc vu du directeur, ou de la direction de l'établissement ou de l'OG. Il s'agit d'abord de savoir comment on va s'organiser. Est-ce qu'on fait un enregistrement centralisé, hein, au siège? J'enregistre. S'il y a 10 établissements, j'ai une équipe au siège qui s'occupe de tout. Au contraire, ça peut être dans une logique plus décentralisée. J'ai une personne dans chaque établissement qui se charge d'enregistrer ses collègues en proximité. Voilà. Donc, il faut décider de tout ça. Et puis, bien sûr, il faut mobiliser et désigner des personnes qui prendront ce rôle, donc, de gestionnaire RPPS, comme on l'a appelé, c'est-à-dire, ou RPPS+, c'est-à-dire, voilà, ils auront cette mission en plus, ça ne prend pas des heures et des heures quand même, mais cette mission en plus d'enregistrer dans le RPPS un certain nombre d'acteurs professionnels intervenant dans l'établissement. Ensuite, on a besoin, bien sûr, nous, de pouvoir avoir la garantie que c'est bien tel établissement qui a enregistré tel professionnel. On a bien sûr besoin de tracer, hein, tous les enregistrements qui sont faits dans le RPPS. Donc, comment ça marche? On demande à l'établissement de faire un contrat, alors ça s'appelle le contrat d'adhésion avec l'AMS. C'est le même contrat que certains d'entre vous, je pense, connaissent, puisque c'est le même contrat qui sert pour la commande de certificats, par exemple pour les téléservices de l'INS, de l'identifiant patient, ou bien pour envoyer des documents dans le DMP. Voilà. C'est le même contrat. Il faut ensuite confier le rôle, donc il y a une petite démarche d'habilitation aux gestionnaires qui ont été identifiés. Malheureusement, ça ne marche qu'avec des cartes. Donc, ces gestionnaires, pour se connecter à notre portail, auront besoin d'une carte physique. Donc, il faut que chacun ait accès à un poste de travail avec un lecteur et puis un petit peu de configuration aussi pour que la carte puisse être lue sur ce poste. Et après, il y a la partie vraiment enregistrement proprement parlé où il faut recueillir les données, donc c'est l'état civil et puis quelques autres données qu'on va détailler plus tard,
concernant les professionnels. Donc ça, c'est pour toutes les données que j'ai besoin d'apporter dans le RPPS pour garantir qu'on a bien l'ensemble des données utiles, par exemple, pour un accès futur au DMP. Et puis après, il faut procéder à l'enregistrement à proprement parler, sachant ce qui est recommandé, bien sûr, c'est aussi de mobiliser les personnes qui ont été enregistrées afin qu'elles activent leur ICPS, ou le cas échéant, si on est dans un contexte où il y a un déploiement de messagerie sécurisée avec des boîtes aux lettres personnelles, ben voilà, voir avec l'opérateur que vous utilisez à ouvrir des boîtes aux lettres rattachées à ces nouveaux numéros RPPS qui auront été attribués à vos salariés. Alors maintenant, je vous propose qu'on rentre un peu dans le dur. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, comme le disait Odile tout à l'heure, sur comment concrètement on enregistre les professionnels dans le portail RPPS+, et comment ils vont pouvoir bénéficier d'un numéro RPPS. Donc là, c'est un petit peu dérouler les étapes que Marc a présentées. Fanny, je te laisse sur la première partie. Ouais. J'en ai juste ce message. Merci Julie. Donc effectivement, donc on va passer par plusieurs étapes, hein, comme Marc l'a dit, pour les enregistrements. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vous verrez dans la démo que vous fera Julie, les clics en fait dans le portail, les choses à enregistrer sont quand même assez simples. Hein. Il y a rien de complexe. Par contre, j'ai envie de dire, il faut quand même réfléchir à une stratégie, c'est-à-dire à tout le reste, à toute l'organisation dans un ESMS et ce que ça signifie. Et donc, c'est les 3 étapes un petit peu qu'on a mis ici, qui sont pour nous des étapes amont auxquelles il faut réfléchir. Déjà, identifier les besoins en enregistrement des professionnels. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois que je l'ai vu passer dans le chat, mais tous les professionnels du médico-social n'ont pas vocation à être tous enregistrés dans le portail RPPS+. L'enregistrement via le portail, c'est une possibilité qui est offerte pour les professionnels qui en auraient le besoin. Par contre, c'est pas comme les enregistrements avec les ordres, etc. Ça n'a pas vocation à être absolument exhaustif. Donc, il y a cette question à se poser de quels professionnels dans mon ESMS ont besoin finalement d'accéder à ces services numériques. Un petit arbitrage peut-être à faire, un listing de ces professionnels et des questions à se poser pour identifier ceux qu'on va effectivement enregistrer. Peut-être qu'en interne, il y a aussi, c'est le point 2, cette stratégie à définir, se dire voilà, en fonction de la volumétrie que j'ai d'enregistrement, peut-être lesquels je dois prioriser et faire tout de suite parce qu'il y a un vrai besoin urgent, lesquels je ferai peut-être dans un second temps. Mais en tout cas, il y a vraiment ces questions-là à se poser parce qu'on ne vise pas l'exhaustivité. Par contre, il faut vraiment réfléchir par rapport aux besoins. Donc 2, c'est définir cette stratégie. On sait aussi qu'en fonction des ESMS, des grands organismes gestionnaires ou des plus petites structures, il n'y aura pas le même besoin. Donc il faut quand même voir cette stratégie-là vraiment par rapport à la structure. Idem, si on est sur un domaine personnes en situation de handicap ou domicile, on va peut-être pas enregistrer les mêmes professionnels. En tout cas, il n'y aura pas effectivement le même besoin aussi derrière. Et donc tout ça, ça se réfléchit. Et ensuite, le point 3, c'est identifier le gestionnaire. Voilà, une fois qu'on a la stratégie un petit peu en tête au niveau logé ou même de l'établissement, qu'on sait quel professionnel on veut enregistrer, il faut aussi se demander qui va faire ces enregistrements en interne des ESMS. On n'impose rien côté portail. Il y a juste effectivement des prérequis d'habilitation à donner à celui qu'on va désigner, celui qu'on désignera gestionnaire RPPS+. Par contre, on n'impose pas que ce soit une personne côté RH ou côté DSI. Chaque ESMS choisira en fonction de ce qui est le plus simple, on va dire, en termes d'organisation. Donc, c'est une stratégie à déterminer. Ça peut être, on identifie que dans la plupart des cas, c'est quand même des personnes au niveau RH qui ont ces données finalement sur les professionnels, qui savent quand est-ce qu'ils ont pris leur prise de poste, qui ont vérifié s'il y a un diplôme, etc. Donc, c'est plutôt RH, mais ça peut être d'autres personnes où on n'exclut pas ça. En tout cas, il faut identifier ces personnes-là parce qu'il y a des prérequis à faire, notamment habilitation, pour qu'ils puissent réaliser les enregistrements. Savoir aussi si on habilite une seule personne ou plusieurs, évidemment, c'est une vraie question. Par contre, le point d'attention qu'on note, c'est qu'effectivement,
les personnes qui seront désignées comme gestionnaires RPPS+, sont quand même responsables du recueil des données personnelles et de l'enregistrement de ces professionnels dans le portail. Donc, il y a une responsabilité à avoir et un cycle de vie aussi à avoir en tête, c'est-à-dire que on enrôle des personnes dans le portail en leur donnant une identité et donc voilà, ce qui découle, c'est quand même des droits d'accès à des données. Et donc, ça veut dire que derrière, quand ces personnes elles sortent de l'établissement, elles s'en vont, il faut vraiment veiller à évidemment les désenrôler et désactiver au final de leur rôle qu'ils exerçaient dans cette structure pour voilà, bien gérer ce cycle de vie au vu de la responsabilité voilà, qui est induite derrière. Alors, il y a eu plusieurs questions sur la contractualisation, donc c'est vraiment l'occasion de vous l'expliquer de vive voix. Donc, le contrat d'adhésion, c'est vraiment le prérequis administratif par excellence, une étape par laquelle vous devrez impérativement passer pour pouvoir enregistrer des professionnels dans le portail RPPS+, mais pas uniquement. Puisque aujourd'hui, le contrat d'adhésion, c'est vraiment le point d'entrée pour disposer des moyens d'identification électronique proposés par l'ANS, notamment également pour la commande de certificats logiciels, mais aussi de commander des cartes physiques. Donc vraiment, l'étape de contractualisation, pour ceux qui ne l'ont pas encore réalisée, c'est vraiment une étape administrative à réaliser, qui est un impératif et qui est vraiment la première étape à réaliser, sachant que cette contractualisation, aujourd'hui, elle a évolué puisque un seul contrat d'adhésion est nécessaire et ce contrat d'adhésion, il est porté par le finesse juridique au niveau de l'OG. C'est-à-dire qu'un seul contrat d'adhésion, il vous permettra, au niveau juridique, vous permettra à la fois de commander des certificats logiciels, d'enregistrer des professionnels dans le portail RPPS+, mais aussi de commander des cartes pour l'ensemble des établissements de votre OG. Donc finalement, si vous êtes un OG avec 20 établissements, au lieu de réaliser 20 contrats différents, vous n'en avez plus qu'un à faire. Donc il y a quand même une simplification de cette étape administrative, mais en tout cas par laquelle vous devrez impérativement passer. Et concrètement, comment on contractualise avec l'ANS ? Donc, vous prenez connaissance des conditions générales d'utilisation des MIE et puis vous complétez le contrat d'adhésion une fois, donc une seule fois, qui est valable pour les différents moyens d'identification électronique. Et ce contrat d'adhésion, il va de pair avec le formulaire 101, qui est le formulaire de représentant légal de l'établissement et qui va permettre d'équiper le représentant légal, le directeur de l'établissement, d'une carte CDE. Donc, ces deux documents sont à compléter, vont de pair, je dirais, et sont à compléter conjointement. C'est vraiment, je le répète, la première étape indispensable pour bénéficier des moyens d'identification électronique proposés par l'ANS au-delà du RPPS+, pour les certificats également et pour les commandes de cartes. Donc, c'est vraiment le passage obligé pour vous, établissement. Fanny a présenté un petit peu qui était le gestionnaire RPPS+, et comment l'identifier au sein de l'établissement. Moi, je vous présente comment le désigner, l'habiliter concrètement. Et à nouveau, cela passe par une étape un petit peu administrative, puisque cela passe par un formulaire. Si vous décidez que le représentant légal / le directeur d'établissement n'est pas la personne qui va enregistrer concrètement les professionnels dans le portail RPPS+, vous devez donc habiliter et désigner la personne qui sera gestionnaire RPPS+, et qui doit donc être équipée d'une carte de la famille CPX pour pouvoir se connecter au portail. Deux cas de figure se présentent à vous. Soit le professionnel, le gestionnaire RPPS+, il n'est pas équipé d'une carte CPX, et dans ce cas-là, vous devez compléter le formulaire 301. Si au contraire, le futur gestionnaire RPPS+, il est déjà équipé d'une carte, alors c'est le formulaire 502 qui est à compléter. Je précise une chose qu'on n'a pas forcément peut-être dite depuis le début, mais c'est que là, les diapos qu'on vous présente sont notamment extraites du guide d'appui à l'enregistrement des professionnels qu'on a réalisé dans les mois précédents et qui sont disponibles sur le site de l'ANS, sur la page du portail RPPS+. Les liens sont présents à la fin du support et qui pourront tout à fait vous être transmis. Donc, ne vous inquiétez pas, ces différentes étapes, ces différents formulaires,
vous sont mis à disposition et vous sont expliqués sur la page du portail RPPS+ dédié. Nous reprenons l'ensemble de ces étapes et nous détaillons également dans les annexes de ces documents comment concrètement remplir ces formulaires. Et enfin, il y a eu des questions aussi dans le chat sur le lecteur de carte. Donc, une fois que mon gestionnaire RPPS+, il est bien équipé de sa carte, il faut qu'il ait également son lecteur de carte pour pouvoir concrètement se connecter et accéder au portail. Donc, pour cela, c'est assez classiquement un lecteur de carte monofente qui répond au standard PCSC pour se connecter au portail et qui coûte environ une quinzaine à une vingtaine d'euros. Peut-être que certains établissements en sont déjà équipés. Et enfin, dernière étape pour pouvoir se connecter, une fois que mon gestionnaire RPPS+, il dispose de sa carte et de son lecteur de carte, vous avez un petit, un logiciel qui doit permettre d'être interfacé entre les services numériques et la carte CPX et qui s'appelle la Cryptolib. On vous met le lien, ça ne prend même pas une dizaine de minutes de l'installer. Pour être tout à fait transparent sur les établissements pilotes qu'on a rencontrés, les établissements qu'on a pu accompagner, les retours des grades qu'on a eus, cette installation n'a pas posé grande difficulté et est relativement simple. Voilà, sur cette quatrième étape, vous en avez fini avec les prérequis administratifs et les installations techniques. Pour accéder au portail, on va pouvoir aussi rentrer dans le vif du sujet du portail. Effectivement, donc on en parlait tout à l'heure. Effectivement, au moment de l'enregistrement d'un professionnel dans le portail, il faut renseigner plusieurs données qu'on a réparties là en trois catégories, trois types de données. Donc on conseille d'avoir recueilli avant, ce sera plus simple. Je crois qu'il y avait une personne justement qui demandait dans le chat si on pouvait vous donner ces données avant pour éviter qu'il y ait des personnes qui commencent à enregistrer, s'arrêtent, s'apercevant qu'on a oublié des données pour le demander aux professionnels, etc. Donc voilà, en tout cas, on vous le dit, donc c'est peut-être les données à recueillir avant de commencer et de se lancer dans les enregistrements. On a d'abord tout ce qui est données d'état civil, complète sur une personne, le nom, les prénoms, la civilité, date, lieu de naissance, doit être recueillies parce qu'elles sont obligatoires et il est fortement recommandé de renseigner tous les prénoms de l'état civil. En sachant que ces données d'état civil, je le vois pas en bas, mais bien, voilà, sont pas utilisées pour l'annuaire santé. C'est pas public, mais c'est en tout cas pour l'enregistrement. Les données de contact, donc adresse email, notamment pour communiquer le numéro RPPS, mais aussi le numéro de téléphone sont nécessaires, c'est pour ça qu'on les demande, pour pouvoir ensuite envoyer, une fois que la personne a enregistré, envoyer un mail pour dire voilà, votre numéro RPPS est celui-ci et vous pouvez activer votre ICPS. Donc on a malheureusement besoin de tout ça pour pouvoir ensuite indiquer au professionnel qu'il a enfin son numéro RPPS et qu'il peut activer sa ICPS. Par contre, ces données de contact peuvent être mises à jour par ailleurs ensuite par le professionnel. Si effectivement il y a un changement de numéro de téléphone ou d'email, que ce soit personnel ou professionnel, il peut tout à fait les mettre à jour lui-même. Et enfin, on arrive à la situation professionnelle et le rôle et la profession. On va vous décrire un petit peu dans les slides suivantes là, qu'est-ce que ça signifie, rôle, profession. Il y a beaucoup de questions là-dessus. En tout cas, voilà, c'est le cœur de l'enregistrement RPPS+, c'est pouvoir associer au nom, prénom, en tout cas la personne, son exercice dans le SMS, son rôle. Donc, on associe ça évidemment à une structure géographique. Donc, oui, un gestionnaire RPPS+, peut tout à fait enregistrer des professionnels sur plusieurs structures, en tout cas sur toutes les structures sur lesquelles il est habilité pour le faire. Et donc, un professionnel est bien associé dans son activité à une structure géographique. Ça ne peut pas être associé à une structure juridique. Voilà, il faut bien on veut savoir exactement où il exerce. Donc, le lieu d'exercice, la profession et le rôle, ce sont des notions qu'on va vous détailler un petit peu dans les slides suivantes. Donc, en fait, quelle est la profession du professionnel, quel rôle il exerce dans l'établissement, quelle est sa date de prise de fonction.
sachant qu'il peut avoir plusieurs situations professionnelles, hein, il peut exercer différents rôles dans 2 structures d'ailleurs différentes par ailleurs, donc ça c'est des choses qu'on peut enregistrer. Et donc, on le disait tout à l'heure, mais effectivement, lorsque le professionnel il quitte l'établissement, il incombe à l'employeur, donc au gestionnaire RPPS+, qui fait partie, voilà, qui est l'employeur, qui est autorité d'enregistrement pour ces professionnels, de mettre fin à sa situation d'exercice, de déclarer en tout cas cette fermeture, ce désenrôlement pour cette activité-là. Odile ? Oui, pardon, ça met un peu de temps à s'activer. Alors, donc, vous avez été nombreux à poser des questions également sur ce sujet, les données relatives au rôle. Donc, je pense que c'était clair là dans ce qui vient d'être dit. Il faut vraiment bien distinguer le rôle de la profession d'un professionnel. Le rôle, c'est le rôle que joue le professionnel au sein d'un établissement. C'est la donnée la plus importante pour l'enregistrement des professionnels, parce que c'est à partir de la définition de son rôle, ou plus exactement de l'affectation d'un rôle à un professionnel, que ce professionnel va avoir des droits d'accès plus ou moins étendus à différents documents du médico-social. C'est ce qu'on va vous montrer dans les pages suivantes. Et donc, c'est l'autorité d'enregistrement, c'est-à-dire le directeur de l'établissement ou les personnes à qui il a délégué le droit d'enregistrement via le portail RPPS+, ce sont ces personnes-là qui vont attribuer le rôle à un professionnel au moment de son enregistrement dans le RPPS. Donc, il faut vraiment le distinguer, et ça, c'est une distinction très importante à faire avec la profession. Il apporte une information sur ce que fait le professionnel dans la structure et non pas sur son diplôme, sa formation, la profession qu'il exerce. On peut avoir, par exemple, un éducateur spécialisé qui travaillerait dans 2 établissements et qui, dans un premier établissement, aurait un rôle de coordination et d'orientation, et puis dans un autre établissement, ce même éducateur spécialisé, il aurait un rôle d'accompagnement aux soins, ou encore dans une 3e structure, peut-être qui serait responsable de secteur. Et pourtant, c'est le même éducateur spécialisé. Donc, dans l'exemple que je viens de prendre, éducateur spécialisé, c'est sa profession, et rôle, eh bien, c'est soit coordination-orientation, soit accompagnement aux soins, soit encore encadrement et organisation de l'accompagnement. Donc ça dépend vraiment de l'activité qu'il exerce au sein de l'établissement. Et c'est cette activité ensuite qui lui donnera notamment des droits pour accéder aux documents dans le DMP. Je l'ai écrit là tout à l'heure en réponse aux questions. On est en train de faire évoluer la matrice d'habilitation du DMP pour donner des droits d'accès aux professionnels du médico-social, ceux dont on est en train de parler, hein, pas les médecins qui exercent dans le médico-social, ni même les infirmières, mais plutôt les professionnels à rôle dont on est en train de parler aujourd'hui, ceux qui vont être enregistrés par leur direction d'établissement autant que de besoin, c'est-à-dire s'ils ont besoin de manipuler des données de santé, eh bien ces professionnels-là, il faut qu'on leur donne un rôle et on va leur donner des accès aux documents du DMP. Pour ça, on fait évoluer donc la matrice d'habilitation. Les travaux sont déjà bien avancés. Il y a un nouvel arrêté qui encadre cette matrice d'habilitation, qui intègre les professionnels du médico-social, qui devrait être publié dans le courant du premier trimestre 2023. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est demain, c'est maintenant qu'il faut s'enregistrer. Vous avez compris qu'il y avait des phases administratifs qui étaient des prérequis de contractualisation, de collecte des données, d'obtention des cartes, etc., qui peuvent être un petit peu longues à faire. Donc, tout ça, il faut le faire le plus tôt possible pour être prêt à pouvoir, par exemple, consulter le DMP le jour où la matrice d'habilitation va apparaître. Alors, on a à ce stade créé 5 rôles qui sont obligatoirement saisis lors de l'enregistrement dans le portail RPPS+. Donc, un rôle de coordination et d'orientation, un rôle plutôt d'administratif ou d'appui
à l'organisation, à l'accompagnement social et médico-social, un rôle d'accompagnement à la vie sociale, professionnelle et éducative, un rôle d'accompagnement aux soins, et puis un rôle d'encadrement et organisation de l'accompagnement social, médico-social. Donc, sur la diapo suivante, on va voir un petit peu le détail de ces rôles. Voilà, donc ça c'est le premier rôle, c'est le rôle de coordination et d'orientation. Et là, vous voyez que les droits d'accès associés, qui sont en fait très larges, c'est-à-dire ces professionnels qui peuvent exercer au sein d'un établissement service social ou médico-social, qui peuvent exercer au sein d'un DAC, un dispositif d'appui à la coordination, vont avoir accès à tous les types de documents qui sont cités ici et qui vont apparaître dans la matrice d'habilitation. Alors, comme petite précaution quand même, hein, c'est ce qui est indiqué dans le petit encadré rose en bas, la matrice, elle n'est pas encore publiée, elle est toujours en phase de concertation, donc il peut y avoir des évolutions un peu à la marge sur la nature des documents auxquels, après la phase de concertation dans laquelle on est actuellement, avec notamment les ordres professionnels, avec la CNIL, etc., il pourra y avoir des ajustements par rapport à la liste de ces documents qui sont proposés. Donc, ce n'est pas ça la référence. C'est pour avoir vraiment la référence définitive de ce à quoi ces professionnels à rôle auront accès. Il faudra évidemment se référer à la nouvelle matrice d'habilitation dès lors qu'elle sera publiée. Là, ce qu'on veut faire, c'est illustrer le fait que ce rôle, coordination et orientation, va avoir accès, dès que la matrice sera publiée, à tous ces documents. Si on poursuit sur la diapositive suivante, avec donc le rôle administratif ou appui à l'organisation de l'accompagnement social médico-social. Donc, c'est plutôt des professionnels qui vont s'occuper de l'admission, par exemple, qui vont s'occuper de gérer les droits des usagers qui vont être accompagnés. Voilà, donc c'est plutôt ou des gens qui vont, l'admission, l'entrée dans la structure, la sortie de la structure, donc plutôt un rôle administratif. Là, vous voyez que le nombre de documents auxquels les gens qui exercent, les professionnels, les personnels qui exercent ce rôle-là vont avoir accès est beaucoup plus réduit. La lettre de liaison de sortie, la lettre de liaison d'entrée, le projet personnalisé d'accompagnement, attestation de sortie et puis des documents médico-administratifs. Les personnels, les professionnels qui font de l'accompagnement à la vie sociale, professionnelle et éducative, là aussi, ils ont une certaine catégorie de documents, enfin un certain nombre de documents auxquels ils vont pouvoir avoir accès. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus que la catégorie précédente, mais il y a aussi beaucoup moins que ceux qui font de l'orientation et de la coordination, où ils ont besoin de connaître de manière beaucoup plus large le parcours global, alors que là, on va se limiter plutôt à un parcours d'accompagnement social, professionnel, éducatif. Quatrième rôle, l'accompagnement social et médico-social aux soins. Là, on a à nouveau, de manière beaucoup plus large, par exemple, toutes les prescriptions qui vont être autorisées, des certificats médicaux, l'aide de liaison d'urgence. Enfin, voilà, vous voyez que la nature des documents est à nouveau un peu plus large. Et puis enfin, dernière catégorie, les professionnels qui font de l'encadrement ou de l'organisation de l'accompagnement social ou médico-social. On pense par exemple aux responsables de secteur, aux chefs de service, aux directeurs d'établissement et qui, eux, auront également accès à certaines catégories de documents. Donc, vous voyez l'importance d'affecter le rôle qui convient et c'est la responsabilité du directeur d'établissement ou en tout cas du gestionnaire à qui le directeur d'établissement confie cette tâche. C'est vraiment sa responsabilité de dire telle personne exerce tel rôle dans mon établissement et donc par conséquent il aura accès à tous ces documents-là. Il n'y a que lui qui peut en assumer cette responsabilité et donc qui va décider finalement de quelle catégorie d'accès à quel document il va donner à ses professionnels. Donc c'est une responsabilité assez lourde, assez importante, qu'on fait peser sur les épaules en quelque sorte du directeur d'établissement ou du gestionnaire, c'est-à-dire qu'il assume le fait que selon le rôle qu'il leur donne, ils vont avoir accès à tel ou tel type de documents. Donc là aussi, c'est indiqué en haut, ces listes de documents auxquels chaque rôle aura accès sont susceptibles encore de modification puisqu'on est toujours dans cette phase de concertation de la nouvelle matrice d'habilitation et c'est seulement quand elle sera publiée
qu'on aura une version définitive. Donc là, il faut vraiment le prendre comme des éléments indicatifs et pas des éléments complètement finalisés. Il faudra attendre la publication officielle pour ça. Voilà, donc tout le jeu, et je vais laisser, je ne sais plus qui est-ce qui présente jusqu'après moi, présenter la suite, mais tout le principe de l'enregistrement, maintenant, ça va être de dire pour telle profession, quelle que soit la profession, il peut jouer ce rôle-là. C'est vraiment le directeur qui va lui donner un rôle en fonction des missions qu'il lui confie au sein de l'établissement, et ce, vraiment, quelle que soit sa profession. Oui, ben je vais juste finalement redire un petit peu ce que tu as dit, Odile, mais avec des cas pratiques, hein, des exemples. C'est des exemples qu'on a pris aujourd'hui qui sont déjà existants. Donc, il y a déjà des enregistrements dans le portail. Effectivement, il est déjà ouvert. J'ai vu passer cette question dans le chat. Et donc, on vous a pris 3 exemples. Un premier exemple voilà, sur le domaine personnes âgées. Un deuxième exemple sur le domaine personnes en situation de handicap. Un troisième exemple sur le domicile. Donc, par exemple, ça peut donner je suis aide-soignant dans un EHPAD et j'ai besoin d'un RPPS, donc notamment pour accéder, par exemple, au DUI tous les jours. Donc, ce qu'il est, c'est bien aide-soignant, c'est sa profession. Donc, dans profession, je suis enregistrée via le portail RPPS+, avec ma profession, donc qui est trouvée parmi les professions proposées de 313 aides-soignants. Et il exerce un rôle dans le SMS, dans l'EHPAD. Le rôle que j'exerce est également enregistré. Et donc, on lui met en l'occurrence un rôle d'accompagnement social et médico-social aux soins. Deuxième exemple, je suis éducateur spécialisé dans une masse et j'ai besoin d'un RPPS pour accéder au DUI également tous les jours. Ça pourrait être aussi pour consulter le DMP d'ailleurs. Donc ce qu'il est, c'est bien éducateur spécialisé, donc au sens du CSP et du Code d'action sociale et des familles. Sa profession, c'est bien 326 éducateurs spécialisés, donc qu'on enregistre. Et on enregistre également son rôle, et en l'occurrence, cette personne exerce un rôle d'accompagnement social, médico-social à la vie sociale, professionnelle et éducative. J'exerce le troisième exemple. Alors là, j'exerce un rôle de responsable de secteur dans un SAD et j'ai besoin d'un RPPS, notamment pour accéder tous les jours au DUI. On a pris à chaque fois cet exemple-là qui nous paraissait intéressant. Donc là, c'est pas je suis responsable parce que c'est pas ce qu'il a décrit. Elle exerce un rôle de responsable. Donc ça fait un peu différence avec les 2 premiers exemples. Donc, on cherche finalement sa profession, mais on la trouve pas dans les professions proposées, soit parce que c'est pas une profession qui fait partie du CSP ou du Code de l'action sociale des familles. Donc, pour l'instant, on l'enregistre dans 312 autres professionnels. Et par contre, on lui met bien son rôle qui est coordination et orientation. Donc ça, ce sont juste des exemples. Il n'y a pas de égal, c'est-à-dire que si on est face à une personne qui est aide-soignant, ça ne veut pas dire qu'obligatoirement le rôle, c'est accompagnement social et médico-social. On essaye de mettre des rôles qui conviennent, évidemment, qui ont du sens, mais le vrai rôle vraiment réalisé, en tout cas exercé dans la structure. Et pour le autre professionnel, alors on vous a mis cet exemple. L'idée n'est pas de mettre tout le monde en autre professionnel, hein, j'insiste là-dessus. C'est vraiment si on est face à un enregistrement d'une personne où la profession réelle n'est pas parmi la liste proposée. Donc on prend le autre professionnel du coup par défaut. Mais voilà, on est preneur des remontées. En tout cas, si vous vous lancez dans les enregistrements de vos professionnels et que vous êtes amené à beaucoup mettre du autre, on regardera, on creusera pour savoir si les professions, enfin voilà, quelles sont les professions de ces personnes et voir si cette liste qu'on propose aujourd'hui, qui est assez fournie, il faut ça donne lieu à des arbitrages pour éventuellement rajouter des professions. On pourra tout à fait regarder ça. C'est en tout cas une première version qui est proposée aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on disait, hein, c'est tous les rôles des professions. C'est la liste que vous retrouvez à droite. Donc, c'est les professions qui sont généralement caractérisées par un diplôme, une reconnaissance, donc au sens du Code de la santé publique ou Code de l'action sociale et des familles. Donc, exemple, aide-soignant. Ça représente du coup ce que sont les personnes versus ce qu'ils font, donc qu'on appelle rôle. Voilà. Et donc, vous avez la liste ici. Et vous la retrouverez aussi sur tous les guides, etc. C'est la liste déroulante que vous aurez, qu'on verra dans la démo, qui est présente dans le portail. Et voilà, comment la faire évoluer. On ne dit pas qu'elle est figée, elle peut évoluer, ça donnera lieu à des arbitrages, mais n'hésitez pas à nous remonter tout ça.
Je te laisse la main, Marc. Pardon, j'étais en train de tapoter une réponse. Voilà, donc le portail, en fait, il y a deux points d'entrée. Alors, le principal, c'est l'établissement, donc a choisi son équipe d'enregistrement et réalise de bout en bout sur le portail, donc c'est une suite de formulaires, si vous voulez, l'enregistrement des différents professionnels après avoir collecté toutes les données nécessaires. Alors, le professionnel recevra un mail, il doit donner son mail pour activer la ICPS, il recevra un mail qui lui communique son numéro RPPS et surtout qui lui dit, voilà, vous êtes maintenant dans le RPPS, l'enregistrement a fonctionné. Il y a une modalité alternative qui consiste à demander en fait aux professionnels, s'ils en disposent, d'utiliser des identifiants France Connect. Alors, on peut mixer les deux d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement cas numéro 1 ou cas numéro 2, ça peut être un mélange des deux. Donc, ça garantit, j'ai envie de dire, la qualité déjà des données d'état civil, puisque par France Connect, on récupère des données réputées exactes sur l'état civil, avec tous les prénoms, le bon code de commune de naissance, etc. Et le gestionnaire verra dans une bannette, en fait, qu'il a un certain nombre de pré-enregistrements ou de demandes d'enregistrement qu'il doit valider, donc réalisées par les professionnels. Donc ça, c'est vraiment à chaque établissement de choisir comment il souhaite déployer les choses. Ce qu'on ne préconise pas forcément, c'est que les professionnels, indépendamment d'un projet d'organisation, indépendamment de consignes données par la direction, sauvagement, pour ainsi dire, fassent des demandes. Parce que le problème, c'est qu'ils risquent d'attendre longtemps avant que la demande soit validée. Donc, il faut bien sûr que ça s'inscrive dans une démarche, une organisation visant à cette finalité d'enregistrer les professionnels qui en ont besoin dans le RPPS. Marc. Le micro, il est coupé. Excusez-moi. Ouais, donc ça c'est des éléments un peu de chronologie. C'est un petit peu une contrainte, donc ça c'est important de bien intégrer ces délais, en fait, qui sont malheureusement à ce stade, on ne sait pas faire mieux. C'est que dès lors qu'un enregistrement est réalisé pour un professionnel, dans la demi-heure qui suit, en général ça va même plus vite que ça, il reçoit par mail l'indication qu'il a été enregistré avec son numéro. Par contre, pour qu'il apparaisse dans notre site internet Annuaire Santé, il faut attendre 24 heures. Voilà. Donc ça, c'est pour des raisons c'est des systèmes d'information différents qui ont besoin de se synchroniser. L'Annuaire Santé publie donc la fiche correspondant aux professionnels nouvellement enregistrés. Et ensuite, on a encore besoin de 24 heures de plus pour que la ICPS puisse être activée. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus important. Quand j'enregistre quelqu'un le lundi, ça ne sert à rien qu'il essaye d'activer sa ICPS le même jour. Il faut qu'il attende mercredi. Bon, donc, retenez ça pour éviter de générer des frustrations ou des incompréhensions sur cette mécanique. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe à la petite démo du portail parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur le sujet. Donc, concrètement, je pense que ça va pouvoir peut-être vous aider de voir un petit peu à quoi ressemble le portail. Donc, je vais vous partager mon écran un instant. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer les intervenants que vous voyez bien mon écran ? Oui. Ok, super, merci. Alors, donc là, vous ne le voyez pas, mais j'ai bien mon lecteur de carte et ma carte qui sont connectés à mon ordinateur
pour que je puisse ainsi me connecter au portail RPPS+. Donc là, quand je clique, je suis sur l'environnement de formation, hein, bien sûr, je ne suis pas en réel sur l'environnement de production. Je vais cliquer donc sur ProSanté Connect. Voilà, et ma carte apparaît immédiatement. Je vais donc pouvoir, me connecter en renseignant mon mot de passe. Je souhaite me connecter avec ma carte CPS. Je renseigne mon mot de passe. Et je suis donc sur la page d'accueil du portail RPPS+. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 fonctionnalités majeures dans le portail. La première et la plus importante, c'est donc bien d'ajouter un enregistrement. Donc ça, c'est pour les primo-enregistrements, c'est-à-dire des personnes qui aujourd'hui ne disposent pas d'un numéro RPPS et que je souhaite enregistrer. Donc, on le fera ensuite ensemble. Il y a également la fonctionnalité de traiter les demandes d'enregistrement en cours. Ça, c'est notamment si un professionnel, par exemple, s'est préenregistré la fonctionnalité que Marc a présentée, hein, les 2 modalités de connexion au portail. Là, c'est pour pouvoir valider sa demande, puisque, en effet, si le professionnel se préenregistre tout seul dans son coin et qu'il n'y a pas de gestionnaire RPPS+ identifié au sein de son établissement, sa demande n'aboutira pas. Donc, c'est essentiel que l'enregistrement soit bien organisé au niveau d'un établissement, que le gestionnaire valide les demandes. Et enfin, la dernière fonctionnalité, c'est de pouvoir modifier un enregistrement existant. Ça doit permettre notamment de fermer les situations d'exercice si un professionnel quitte ma structure, mais encore d'ajouter une situation d'exercice à un professionnel qui rejoint ma structure et qui a déjà été enregistré au préalable par une autre personne. Donc, je le répète, le numéro RPPS, il est unique et pérenne. Ce n'est pas parce que le professionnel il va quitter la structure que son numéro RPPS va disparaître. Il ne faudra pas lui recréer une identité, il faudra simplement lui ajouter une situation d'exercice. Alors, donc je vous montre. Donc, les premières données qui sont à compléter sont donc celles de l'état civil. Donc, je le fais de manière... Alors, si monsieur sexe masculin, je lui crée un nom de naissance. Il n'a pas de nom d'usage. Il s'appelle Julien, peut-être, si c'est un homme. Donc, nous conseillons de remplir tous les prénoms de l'état civil. Pourquoi ? Pour éviter les éventuels doublons d'identité. Julie, pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux zoomer un peu parce que c'est vraiment très petit ce qu'on voit là à l'écran. C'est mieux ? Oui, c'est encore petit, mais bon. Et ensuite, donc, le pays de naissance, c'est Bon, on va peut-être lui mettre la France quand même. Hop. La France et la commune. Hop. Par hasard, il est né à Marossan. Donc, je valide cette étape. Ensuite, je renseigne ses coordonnées de contact. Je renseigne son numéro de téléphone. L'indicatif peut être modifié. Hein. Par exemple, si je suis à La Réunion ou en Guyane, voilà, je peux trouver les différents indicatifs en saisissant les premières lettres. En l'occurrence, je laisse la France. Je le répète, ces 2 données sont essentielles et primordiales puisque l'adresse email du professionnel va lui permettre de recevoir son numéro RPPS et son numéro de téléphone mobile va lui permettre d'activer sa ICPS. Donc, la situation d'exercice de... Pardon, Julie, pour activer la ICPS, on a besoin des 2. Hein. On reçoit un lien d'activation sur l'adresse mail et ensuite un code à usage unique, hein, comme quand vous validez un machin Internet, par SMS sur le mobile. Donc, la situation d'exercice du professionnel, donc je ne change pas son nom et son prénom. L'établissement, donc là, vous retrouvez la liste des établissements sur lesquels je suis, en tout cas moi, gestionnaire RPPS+. Comme vous pouvez le constater, la liste est assez courte. Je ne suis pas gestionnaire RPPS+ sur beaucoup d'établissements. Et vous pouvez donc ici sélectionner l'établissement dans lequel le professionnel intervient.
on demande bien, quand bien même la contractualisation a été faite au niveau du finesse juridique, au niveau de l'OG, là, c'est bien l'établissement géographique qui doit être renseigné. Mon professionnel, il intervient dans telle structure. Je vais ensuite lui ajouter une date de prise de fonction dans mon établissement. Bien sûr, la date de fin de fonction n'est pas à renseigner, sauf si c'est un intérimaire, par exemple, et que vous connaissez déjà sa date de fin de fonction. La profession, donc parmi la liste qui a été présentée tout à l'heure, il est médiateur familial et il exerce un rôle d'accompagnement social, médico-social. Et il exerce en tant que salarié. Donc, je valide. Finalement, j'ai déjà terminé, je suis allée au bout. Et donc là, je vais simplement confirmer que les informations saisies sont correctes et éventuellement que j'ai rencontré le professionnel pour recueillir ses données personnelles et professionnelles. Je valide, je confirme l'enregistrement. Moi, je vais avoir un écran récapitulatif de la demande. Voilà, je vais avoir cette confirmation que la demande a été envoyée au RPPS pour lui créer son numéro RPPS. Et donc, comme l'a dit Marc tout à l'heure, d'ici une trentaine de minutes, le professionnel, lui, va recevoir un email avec son numéro RPPS. Cette demande, pour autant, elle ne s'est pas perdue dans les limbes, puisque si je reviens sur voir les demandes, ici, je peux voir voilà, toutes les demandes que j'ai réalisées. Donc, celle-ci que l'on vient de réaliser ensemble pour JF Julien, elle est disponible ici et elle est actuellement avec le statut envoyé au RPPS. Vous pouvez retrouver sur cette page également toutes les demandes, soit qui ont été enregistrées, soit les modifications de situation d'exercice. Voilà, un petit peu tout ce qui a été fait pour un professionnel. Par exemple, pour Odile Polo, l'enregistrement RPPS a été validé. Sur Lolo Iléo, en revanche, le dossier est toujours en cours d'instruction. Il n'a pas encore reçu son numéro RPPS. Donc ici, c'est vraiment, j'allais dire, l'historique de toutes les demandes, de toutes les actions en tant que gestionnaire RPPS+, que vous avez réalisées. Donc comme vous pouvez le constater, on peut remonter un peu plus loin. On est remonté là, par exemple, jusqu'au 14 octobre. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer un petit peu comment... je copie-colle le numéro. Hop. Comment, puisque la question a été posée, comment, par exemple, fermer une situation d'exercice ou ajouter la situation d'exercice d'une nouvelle personne. Donc ça, c'est la troisième et dernière fonctionnalité proposée par le portail. Donc, je peux rechercher mon professionnel soit par numéro RPPS, soit avec son nom et prénom. En l'occurrence, ici, je recherche avec son numéro RPPS. Donc, je retrouve bien Laure Julie. Je vois ses informations personnelles que je peux d'ailleurs modifier. Hein. Je peux modifier les données de contact pour ce professionnel. Ce n'est pas ce que je souhaite faire, donc je ne vais pas aller au bout. Mais les données de contact, parce que la question a été posée, hein, si un professionnel il change d'adresse email, l'adresse email est modifiable, les données de contact sont modifiables dans le portail RPPS+. Voilà, donc Julie, elle exerce, Julie, elle exerce en tant qu'autre professionnel dans l'établissement ASFA. Et je peux soit donc lui modifier la situation d'exercice, soit lui fermer la situation. Et je peux également donc lui ajouter une situation. Ajouter une situation, ça se présente exactement de la même façon que pour un primo-enregistrement, sauf que les données d'état civil et les données de contact ont déjà été renseignées et donc n'ont pas besoin de l'être finalement. Données de contact, je n'ai rien à modifier. C'est simplement au niveau de la situation d'exercice que je peux choisir. Elle exerce dans tel établissement. Elle a commencé à telle date et enfin, sa profession est de moniteur-éducateur et son rôle est de coordination ou autre. Et ensuite, de même, vous validez la demande et vous allez pouvoir la visualiser dans votre
dans le portail. Voilà, par exemple, là, j'ai commencé à lui modifier sa situation d'exercice. Je ne voulais pas aller au bout, mais le portail me dit « Ah, Julie, tu as commencé une situation d'exercice pour un professionnel, tu ne peux rien faire d'autre. » Moi, ce que je souhaitais vous montrer, c'était notamment fermer une situation d'exercice. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un autre professionnel. Hop. Je recherche par son numéro RPPS, je tombe sur un nouveau professionnel. Cette fois-ci, donc, je répète quand même, hein, plutôt 2 fois qu'une, je peux modifier, si je le souhaite, ses données de contact, son adresse email et son numéro mobile. Je peux également soit lui modifier sa situation, soit lui fermer sa situation, ou encore lui ajouter une situation. En l'occurrence, à ce professionnel, il quitte ma structure, je vais lui fermer sa situation. Donc, les données d'état civil, elles ont été pré-remplies lors du primo-enregistrement, ce n'est pas nécessaire d'y toucher. Les données de contact, il en va de même. En revanche, je souhaite lui mettre une date de fin de fonction. Donc, nous sommes le 18 janvier et mon professionnel, il quitte la structure le 19. Donc, je mets une fin à cette situation d'exercice dans mon établissement. Je dois à nouveau confirmer et valider la demande. Je vais au bout. J'ai le récapitulatif de la demande que je viens de faire. Et à nouveau, si je retourne sur, j'allais dire, mon historique du portail, je vois bien que j'ai demandé à ce que la situation d'exercice de ce professionnel au sein de ma structure soit fermée. Cette demande a été envoyée au RPPS et d'ici une trentaine de minutes, cette demande sera validée. Le professionnel qui n'aura plus accès donc à compter du 19 janvier, date de fin de situation d'exercice, aux données du DMP, aux données du DUI de ma structure. Pour autant, son numéro RPPS, lui, il demeure et demain, il va dans un autre établissement. L'établissement qu'il emploiera pourra lui créer une situation d'exercice dans son établissement sans lui recréer, j'allais dire, un enregistrement de bout en bout, simplement en le recherchant via son numéro RPPS ou son nom-prénom. Voilà, donc pour répéter, 3 grandes fonctionnalités dans le portail. La première, c'est vraiment l'ajout d'une nouvelle personne dans le portail, le primo-enregistrement. Mon professionnel n'a pas de numéro RPPS, je souhaite qu'il en dispose d'un. Traiter les demandes d'enregistrement en cours, ça c'est pour consulter toutes les demandes que j'ai effectuées, pour également valider les demandes de préenregistrement des professionnels qui se sont connectés et préenregistrés via France Connect. Et dernière fonctionnalité, modifier un enregistrement pour modifier des données de contact, créer une nouvelle situation à un professionnel ou fermer une situation d'exercice. Et les écrans, les fonctionnalités sont similaires et quasiment identiques à chaque fois. Le plus long, entre guillemets, étant donc d'ajouter une nouvelle personne puisque vous devez compléter ces données d'état civil, là où pour modifier un enregistrement, ce n'est pas nécessaire. Nous connaissons déjà son état civil. Voilà pour cette petite démo. Donc, du coup, je n'ai pas vu si ça a suscité beaucoup de questions dans le chat ou pas. Pardon, Julie, je voulais juste ajouter une précision parce qu'il y a pas mal de questions autour de ce sujet dans le chat. Concernant la collecte du mail et du mobile. Bon, dans ce qu'on prévoit à ce stade, c'est plutôt le mobile perso. Je précise, et c'est important, que ces données ne sont absolument pas diffusées où que ce soit. C'est vraiment des données qu'on ne va pas publier, donc ça reste entièrement confidentiel. C'est vraiment uniquement l'établissement et quand il procède à l'enregistrement et le professionnel lui-même qui peut être amené à connaître de ces informations. Et c'est absolument pas publié sur aucun annuaire que ce soit.
Autre précision, pardon, vous avez 2 outils pour poser des questions. L'un qui s'appelle questions et dans lequel on s'efforce de répondre, même s'il y en a beaucoup, on essaye de répondre un peu au fil de l'eau. Et l'autre qui s'appelle chat et dans lequel il y a beaucoup de questions auxquelles on ne répond pas. Donc je vous encourage vivement à quitter cet onglet de chat et aller dans l'onglet questions pour poser vos questions. Alors, de toute façon, les personnes ne peuvent pas prendre la parole, donc je ne sais pas si Yajong, Marc, Odile, vous souhaitez qu'on réponde à des questions de vive voix pendant les quelques minutes qui nous restent. De toute façon, comme on l'a précisé au départ, hein, les questions vous seront mises à disposition sur le portail et vous seront envoyées par email. Juste Julie, je vois qu'il y a pas mal de questions sur les intérimaires. Je ne sais pas si on a eu l'occasion d'en parler. Les intérimaires, j'ai répondu à plusieurs fois dans le chat. Oui, les intérimaires, on peut les enregistrer dans le portail RPPS+. Et effectivement, l'idée est d'anticiper autant que possible leur enregistrement, puisque certains ont une durée, de vie limitée dans un établissement. Mais ils peuvent être enregistrés, en tout cas par l'établissement dans lequel ils interviennent pour une durée limitée. Il y a aussi une question, vous m'entendez? On t'entend. Oui. Il y a aussi une question qui est revenue souvent sur l'accès au DUI par la ICPS, ou par ProSanté Connect. Donc sur ça, il y a les éditeurs de DUI sont en train de se mettre en conformité avec ces règles de sécurité. On le rappelle, ProSanté Connect, ça provient d'éléments de sécurité imposés aussi par le niveau européen. Et les éditeurs proposeront donc dans leur version Ségur, on va l'appeler comme ça, l'authentification ProSanté Connect et l'authentification à double facteur. Donc il y a ces 2 propositions. Par contre, si derrière vous voulez aller sur le DMP d'une personne, par exemple, alors le numéro RPPS+, donc la manipulation de données de santé nécessite le numéro RPPS. Donc voilà, j'ai senti plusieurs questions là-dessus et des besoins de clarification. Donc ce qui est clair, c'est que on peut pas décorréler les 2 puisque l'accès au DMP se fait par le DUI. En tout cas, c'est de plus en plus ce qui va être promu par les solutions des éditeurs. Il y avait une autre question également qui est revenue pas mal. Je ne sais pas si tu l'as présentée, Julie, dans ta démo, de quelqu'un qui est déjà enregistré dans le RPPS et on voudrait juste lui affecter une nouvelle activité ou lui changer son activité ou mettre fin à son activité. Je ne sais pas si ça, tu l'as présenté. Et puis, autre question également, il va y avoir un fichier de charge à laquelle on a répondu déjà dans le chat, mais je le redis parce qu'elle est apparue souvent. Il va y avoir un fichier de chargement, mais ce sera plutôt à la main des éditeurs pour les établissements qui ont beaucoup de volume de professionnels à enregistrer. Ce que vous pouvez faire, c'est peut-être enregistrer quelques professionnels pour tester le truc et voir comment ça fonctionne et bien comprendre les principes. Et ensuite, vous tournez vers votre éditeur de DUI, par exemple, qui saura construire un fichier qui permettra de faire ce qu'on appelle l'alimentation en masse, qui devrait être disponible d'ici la fin du mois de janvier, plutôt que de passer par ce système d'enregistrement unitaire. Donc c'est quelque chose qui va se mettre en place là assez vite et peut-être qu'on sera amené à refaire un webinaire sur ce sujet-là. En tout cas, on va le faire auprès des industriels, ça c'est sûr, parce que ça demande, c'est un tableau Excel qu'il faut remplir de manière un peu... Il y a des règles de gestion qui sont importantes et donc on se dit que c'est plutôt une tâche qui va incomber aux industriels, aux éditeurs, plutôt qu'aux établissements eux-mêmes. Et donc ce chargement en masse, il est bien prévu et il va arriver très rapidement.
Oui, Julie, je te laisse répondre là, peut-être sur la première J'ai question. répondu, je l'ai expliqué, Odile, que oui, on peut ajouter une situation d'exercice pour un professionnel. Non, mais je pense que ce qui est demandé, c'est comment retrouver quelqu'un pour pouvoir lui changer dans la démo. Je ne sais pas si tu l'as montré. Je l'ai montré soit par numéro RPPS, soit par nom-prénom. Dans modifier un enregistrement existant. Il y a une question également sur quelle base légale juridique peut-on s'appuyer afin de promouvoir ces enregistrements. Il y a Marc a rappelé en tout début de séance l'ordonnance et l'arrêté qui encadrent cet enregistrement. Ça traite notamment, c'est l'arrêté du 23 septembre, je l'ai mis dans l'une des réponses. Arrêté du 23 septembre 2022 qui traite en particulier l'aspect RGPD, la responsabilité de traitement. Alors évidemment, la fermeture d'un enregistrement, d'une activité ne peut se faire que pour des professionnels qui sont enregistrés par l'autorité d'enregistrement qui est le directeur d'établissement. Si c'est un professionnel à ordre, ce n'est pas par ce processus-là qu'on va enlever une activité à quelqu'un. Ou mettre fin à son activité si ce n'est pas une activité, si ce n'est pas un rôle. Il y a une question qui, je pense, est intéressante. On nous demande s'il y a une obligation réglementaire sur ce dispositif. Marc, tu as répondu en début de séance là-dessus. Oui, je viens de répondre à quelqu'un qui pose cette question sous la formulation. L'enregistrement RPPS+ est-il obligatoire? Alors, ce que j'ai répondu, c'est qu'il est requis dès lors qu'un professionnel doit accéder à des services numériques en santé au sens du L1470-1 du Code de la santé, donc c'est les textes de l'ordonnance de mai 2021, donc il dit, alors après c'est détaillé bien sûr dans des documents plus détaillés, des référentiels, mais qui dit il y a des services numériques en santé, en gros c'est ce qui manipule des données patients ou usagers, et pour y accéder, il y a un certain nombre de conditions, dont celle d'être pour un professionnel enregistré dans le RPPS. Donc, ce n'est pas obligatoire. On enregistre dans le RPPS des professionnels lorsqu'il y a un usage et un besoin. Donc, ça se fera de toute façon progressivement. Il y a aussi, je viens de répondre à une question dans le chat qui était intéressante sur les impacts RH importants. Est-ce que vous avez prévu un plan de communication pour les professionnels du secteur social et médico-social pour nous aider à déployer ces nouveaux usages? Donc effectivement, on sait qu'il y aura beaucoup d'impact et qu'il faut en parler, qu'il faut sensibiliser. C'est pour ça qu'on fait ce webinaire aussi aujourd'hui. On vous a mis les liens utiles qui s'affichent là, sur lesquels il y a beaucoup de documentation que vous pouvez relayer auprès de vos professionnels. Et on travaille aussi fortement avec les régions qu'on a beaucoup sensibilisé. On s'est d'abord appuyé sur les ARS et les grades avec qui on travaille, mais aussi les collectifs assis qui ont bien en tête ce sujet. On les a fortement formés, montré l'outil, notamment sur la fin 2022. Il y en a certainement plein présents, je pense, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas aussi à vous appuyer sur ces personnes-là en ressources en région, ARS et grades, qui pourront aussi vous aider et qui vont aussi, de leur côté, communiquer sur le terrain auprès de vos professionnels. Peut-être, du coup, en complément, il y a eu plusieurs questions de « Avez-vous prévu d'accompagner les structures et quand
quand est-ce que je dois faire ces démarches. Donc, Fanny vient de répondre sur qui s'appuyer. Donc, les ARS, les grades. Moi, je rajouterai les éditeurs de logiciels. Et quand faire ces démarches, le plus tôt, c'est-à-dire que si là, dès la fin du webinaire, vous souhaitez engager les démarches, c'est une bonne pratique. Et sinon, les éditeurs de logiciels sont en train de se mettre en conformité. Ils vont, une fois qu'ils seront en conformité, c'est-à-dire référencés, Ségur, ils reviendront vers vous, donc leurs clients, pour vous proposer de signer le bon de commande SONS. Et donc, ce bon de commande, ça veut dire l'État finance la mise en conformité de votre solution pour que vous ayez tous ces services. Et donc, une fois ce bon de commande signé sans financement, puisque c'est l'État qui finance pour le compte des structures cette mise en conformité, eh bien, une fois ce bon de commande signé, pour que l'éditeur installe cette nouvelle version dans votre structure, il faudra avoir fait ses prérequis, c'est-à-dire signer au moins à minima, avoir signé un contrat d'adhésion, avoir une identité, être connu de l'ANS pour que les services se déploient. Donc, ça peut se faire soit maintenant, et c'est ce qu'on vous encourage à faire, soit au moment où vous allez signer le bon de commande SONS avec votre éditeur. Je vous ai mis dans le chat le lien de la page sur laquelle sera publié le replay, le support, ainsi que toutes les réponses à toutes vos nombreuses questions. Oui, et alors je vois aussi une question sur les accès DMP. Cela m'étonne que les professionnels de coordination et d'orientation aient accès à autant de données de santé dans le DMP. Alors, en fait, pour expliquer la consultation du DMP, il y aura bien une matrice des droits d'accès qui est en cours là, de modification. Donc, on ne dit pas que les professionnels de coordination d'orientation auront accès à tout ce qu'il y a dans le DMP. Ils ont accès en visibilité à certains documents, donc ils seront déterminés dans la matrice, donc en lien évidemment avec leur activité. Ils n'auront pas accès à des choses qui ne concernent absolument pas. Donc ça, ce sera bien déterminé par la matrice qui est en cours de modification pour intégrer ces professionnels justement, mais qui sera possible que s'ils ont une ICPS. C'est vrai que le profil de coordination, pardon Fanny, a des droits assez larges quand même, mais tout ça a été concerté abondamment pendant, j'allais dire des années, enfin en tout cas pendant pas mal de mois, avec des fédérations d'établissements, des ordres professionnels, des associations d'usagers, un tas d'organismes, parties prenantes, qui avaient leur mot à dire sur le détail de chaque croix qu'on met dans la matrice. Il faut ajouter aussi qu'il y a une traçabilité, bien sûr, de tous les accès. Donc, on a quand même on a la ceinture et les bretelles, si je puis dire. Il y a du contrôle a priori, ça c'est la logique de la matrice, mais on a aussi des capacités de traçabilité, donc d'enquête, le cas échéant, sur des mésusages ou des accès qui n'auraient pas dû avoir lieu. Une précision que je voudrais apporter, et c'est une réponse à une question que je viens d'apporter, mais il me semble qu'il y en a eu pas mal autour de ce thème-là dans les questions qui ont été posées. L'intérêt de ProSanté Connect pour se connecter au DUI, notamment, c'est qu'à partir du moment où l'utilisateur il est connecté avec ProSanté Connect, c'est-à-dire qu'il a déjà été enregistré dans le RPPS, il a son identité numérique et ses moyens d'authentification, et bien une fois qu'il est dans son DUI, s'il veut accéder au DMP, il n'a pas besoin de se reconnecter. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile, plutôt que de devoir se connecter au DUI avec un login mot de passe, ce qui pourrait être toléré encore pendant un certain temps, mais cet utilisateur, dès lors qu'il va vouloir consulter le DMP, il va être obligé de se reconnecter au DMP via ProSanté Connect.
Si le DUI est déjà compatible ProSanté Connect et qui s'est connecté dès le début de la session avec ProSanté Connect au DUI, eh bien, ça fait un parcours sans couture, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de se reconnecter pour aller directement dans le DMP. Donc, c'est quand même une simplification d'accès. Donc, il n'y a pas d'obligation, encore une fois, à court terme, d'utilisation de ProSanté Connect pour accéder au DUI, mais simplement, c'est beaucoup plus pratique de le faire comme ça, puisque du coup, il n'y a pas besoin de se reconnecter pour accéder au DMP. Alors, je pense que on va mettre l'adresse de support RPPS Plus dans le chat, comme ça, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez contacter donc via ce générique. Julie, si tu peux mettre l'adresse dans le chat pour tout le monde. Parce qu'il y a plusieurs questions qui demandent quelle adresse contacter. Donc, je pense qu'on va mettre celui-ci. Effectivement, je vais mettre l'adresse dans le chat, mais en complément, j'insiste, hein, c'est vraiment les ARS et les grades qui ont vocation, peut-être dans un premier temps aussi, à vous apporter un premier niveau de réponse et vous accompagner, peut-être dans l'organisation de l'enregistrement, etc., au niveau d'un établissement, plus que le support qui répondra sur des questions, j'allais dire, un petit peu plus techniques de connexion au portail ou de demande d'éligibilité, etc. Écoutez, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On a fait au mieux pour répondre aux questions, mais vous en aviez vraiment beaucoup. Donc on les récupère toutes, on les publiera dans les jours qui suivent. Ça va peut-être prendre un peu de temps parce que vous avez vu vous-même, il y en a énormément. Voilà, donc merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenantes pour cette présentation et pour vos réponses. Et puis à très bientôt. Bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Merci.